Hello les loutres! Aujourd'hui, on va vous parler questionnaire, feedback utilisateur, lancement de features. En fait, on va vous parler d'un produit qu'on a déjà testé pour vous, et ce produit c'est Scrib. Scrib, c'est un produit qui a été lancé en 2021 par 3 anciens du monde du produit et de la tech, et qui vise à vous aider, vous, à récolter le plus de feedback quali possible, directement dans votre outil, et de manière non intrusive pour vos utilisateurs. Concrètement, aujourd'hui, que vous soyez PM, PO, designer, entrepreneur, en fait, votre job, c'est d'apporter le plus de valeur possible à vos utilisateurs. Et on va pas se mentir, c'est parfois une galère de faire ça. D'un côté, vous avez tout ce qui va être qualitatif, où en fait, vous allez avoir beaucoup de données à analyser, mais avec assez peu de volumétrie. D'un autre côté, vous avez tout ce qui va être quantitatif, dans lequel vous allez essayer de donner de la valeur à votre donnée, et vous allez essayer de calculer des taux de conversion que vous comprenez pas toujours. Et en fait, Scrib, ça permet justement de marier tout ça. Ça vous donne du quali en quanti. Bon, je sens que c'est encore un peu flou, donc du coup, je vous propose qu'on passe sur un cas pratique. Coucou, moi c'est Chloé, la super PM. Il y a 2 mois, j'ai rencontré quelques utilisateurs qui m'ont remonté que le parcours de paiement est archi pénible. Sauf qu'entre vous et moi, on change pas tout un parcours pour 5-6 utilisateurs. Du coup, je me suis dit qu'il fallait plus de retours pour convaincre mes stakeholders de changer le parcours. Je suis allée sur Scrib, j'ai targeté sur segment les gens qui ont tenté d'acheter un produit sur les 3 derniers mois et je leur ai posé 3 questions. La première, quel est votre ressenti de 1 à 10 sur le parcours de paiement ? Ensuite, je personnalise le scénario en fonction des réponses. Je remercie les utilisateurs les plus satisfaits et pour les moins satisfaits, je leur demande d'identifier les problèmes qu'ils ont rencontrés sur le parcours. Enfin, j'en profite pour demander à tous les répondants s'ils souhaitent nous partager autre chose concernant notre produit. J'ai laissé le sondage tourner 3 semaines et j'accède à mon interface pour voir les résultats. Et là, je vois plusieurs choses. La première chose, mon sondage a eu un taux de réponse de 50%, beaucoup plus que ce que j'aurais eu avec un autre outil. Ensuite, quand je regarde les smileys, je vois que les gens sont assez mitigés sur le parcours actuel. Du coup, je regarde les retours quali pour comprendre ce qui ne va pas et j'identifie 2 pain points à améliorer. Le premier, il faut qu'on ajoute plus de méthodes de paiement. Le deuxième, il faut ajouter le paiement en un clic. Du coup, je peux aller voir mes stakeholders avec les résultats et les convaincre qu'il est nécessaire de modifier le parcours pour ajouter le paiement en un clic et Apple Pay. Je pousse tout ça en prod et je fais un deuxième questionnaire pour toutes les personnes qui avaient répondu au premier en leur demandant « Est-ce que vous voyez une différence dans le parcours de paiement ?» S'ils me répondent oui, je leur demande comment ils le trouvent par rapport à l'ancien. Si les retours sont négatifs, je leur demande qu'est-ce que vous préfériez dans l'ancien. S'ils ne voient pas de différence, je leur dis qu'on a rajouté ces 2 features pour leur plaire et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à les utiliser. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Raph, moi j'ai déjà Typeform, j'ai déjà Usabia, j'ai déjà GetFeedback. Moi, j'ai déjà plein de moyens de récolter des feedbacks. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais avec Scrib ? Très bonne question, Jamy. Du coup, je vous propose qu'on prenne 6 critères sur lesquels on va comparer tous ces outils-là. La facilité d'utilisation pour vos utilisateurs. Et là, ça fonctionne un peu comme Intercom. Vous avez une pastille qui se situe en bas de l'écran, et lorsque l'utilisateur clique dessus, le questionnaire s'ouvre et il n'a plus qu'à sélectionner les choix qu'il veut, ou alors taper ses réponses en fonction des questions. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez intégrer votre outil Scrib. Et ça, c'est le gros point fort de l'outil. Contrairement à Usabia ou GetFeedback, voire même Typeform, en fait, Scrib fonctionne aussi bien sur web que sur les applis iOS ou Android. Tout ce qui va être traduction et gestion de différentes langues. C'est là où Scrib touche un peu à ses limites. Même si Scrib est capable de gérer tous les alphabets et toutes les langues possibles, aujourd'hui, l'outil ne gère pas les traductions automatiques comme peut le faire GetFeedback par exemple. Et surtout, si jamais vous voulez faire un même questionnaire pour plusieurs pays, vous allez aujourd'hui devoir créer plusieurs questionnaires et donc avoir des analyses différentes en fonction des différents pays. Les capacités du questionnaire. Scrib aujourd'hui, ça permet de faire des QCM, des questions ouvertes, des échelles de Lockhart et de mesurer en fait énormément de choses. On a peut-être moins de types de questions qu'un outil comme Typeform par exemple qui est un peu plus complet, mais aujourd'hui, les questions qui sont proposées par Scrib permettent malgré tout de mesurer l'appréciation d'une feature, l'appréciation de votre outil, la mesure d'un NPS, ou encore l'impact que peut avoir une campagne de product marketing sur votre outil. C'est le taux moyen de réponse. C'est un des gros points forts de Scrib. Aujourd'hui, ils peuvent se vanter d'avoir entre 40 et 60% de taux de réponse
là où une campagne d'emailing atteint en moyenne 8%, et un questionnaire de type Typeform, dans lequel on va rediriger l'utilisateur, tourne autour de 12 à 13%. Et le dernier critère, vous vous en doutez bien, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix chez Scrib, il dépend de votre nombre d'utilisateurs mensuels actifs, avec un prix de base qui va démarrer à 79 € par mois. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que si vous souhaitez utiliser Scrib pour mesurer votre NPS, en fait, l'offre elle est gratuite. Et ça, franchement, c'est pépite. Surtout que ça ne dépend pas de votre nombre d'utilisateurs. Bon, c'est pas tout ça, mais Marcel et Loulou ils sont en train de m'engueuler, donc du coup je vais accélérer un peu et on va passer à la conclusion. Que ce soit Chloé ou moi, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le fait que le questionnaire soit ultra personnalisé, le dashboard qui nous permet d'avoir des analyses vraiment poussées des résultats, et également le fait que la solution soit vraiment non intrusive pour l'utilisateur et qu'il puisse continuer à naviguer sur notre site ou sur notre appli lorsqu'il réalise le questionnaire. Les deux derniers points, c'est le bonus. En fait, Scrib c'est une entreprise française et donc ce que ça implique c'est que 100% des données sont hébergées en France. Et ça, c'est 100% validé par l'After. Le dernier truc qu'on a beaucoup aimé, c'est que ce soit Michael, Samuel ou Simon, les trois nous ont beaucoup accompagnés, que ce soit dans l'implémentation ou dans la résolution de notre problématique. Et ça, c'est vraiment le bon point de Scrib. Le petit désavantage que ça a, c'est que si jamais vous avez des utilisateurs qui sont répartis sur différents pays, peut-être qu'aujourd'hui, Scrib n'est pas la meilleure solution pour réaliser vos questionnaires. Alors, c'est pas forcément un bloqueur, mais en fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est toujours de les contacter et d'en parler directement avec eux. Et c'est là qu'on entre en scène avec Chloé. On vous met un petit lien dans les commentaires pour que vous puissiez les contacter. Et si jamais vous faites un call avec eux et que vous dites que vous venez de la part de Raph et Chloé, en fait, vous aurez 2 semaines gratuites sur votre premier questionnaire. Et ça, c'est vraiment pépite. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc du coup, il me reste juste à vous dire à bientôt les loutres. Justement, on va partir un petit peu sur le sujet numéro 2. Ouais. En fait, c'est le sujet que vous aviez abordé maintenant il y a quelques mois. Ça serait cool de parler un petit peu du bon vieux temps, hein Renaud, quand on était jeunes et tout. Et c'est un petit peu le product manager d'il y a un peu plus de 10 ans versus le product manager de maintenant. Et peut-être voir un petit peu après le futur. Mais finalement, est-ce que déjà le product manager d'il y a 10 ans, est-ce que c'était vraiment un product manager au même sens que là aujourd'hui actuellement le product manager? En tout cas, moi je peux dire que moi non, je n'étais pas un product manager au sens de maintenant, ça c'est évident. Moi j'ai commencé en 2009 et on devait construire une espèce de LinkedIn du développement durable, c'est comme ça que je le raconterai. Okay. Beaucoup d'ambition, une réalisation un peu moins réussie on va dire. Et du coup c'était de construire des features l'objectif. Moi, en tout cas, la façon dont je travaillais, il n'y avait pas de notion d'impact. L'utilisateur était absent de la pensée, c'est-à-dire c'était très moi, CEO, j'ai cette vision, il faudrait faire ça. Allez-y, les gars. Et du coup, super, on a construit avec un magnifique cycle en V pendant 1 an et demi un super produit qui, in fine, ne répondait à aucun besoin à part celui de l'avoir construit. Et franchement, cette expérience de product management qui aurait pu me dégoûter, ça a été un super apprentissage en fait. La base, c'est déjà de se mettre au service des utilisateurs et de leur parler et de savoir mais eux, c'est quoi leurs besoins. Donc pour répondre à ta question, non, très clairement, en tout cas moi je l'étais pas, j'imagine il y a des gens super qui l'étaient, moi j'étais assez loin de ça. Mais tu considérais que tu étais product manager ou à l'époque tu disais je suis chef de projet? Non, j'avais le titre product manager et je m'occupais d'un produit. Après, il y a s'occuper d'un produit et s'occuper d'un produit, quoi. Et j'ai l'impression que les 10 dernières années nous ont appris sur qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper vraiment d'un produit, service des utilisateurs, notion d'impact, l'engagement de l'équipe, etc. Enfin, moi, je le raconte, mais j'adorais ça, mais je faisais des specs sous PowerPoint et c'est pratique parce que sous PowerPoint, de toute façon, tu as un ensemble de blocs, donc tu fais des wireframes en vrai, tu prends les rectangles, voilà, ça te fait ta page, tu mets un titre, tu prends une jolie typo, un petit calibri, et puis voilà, tu commences à décrire ta feature. Et en même temps, est-ce que c'est, en tout cas sur la relation avec l'équipe, moi on ne vivait pas en mode agile, donc on travaillait dans ce mode un peu étrange, mais bon, l'agilité en startup, en vrai, il n'y en a pas vraiment besoin, quoi. En tout cas, dans ce mode-là où tu as des petites équipes, je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin de manière aussi forte que dans des plus grosses équipes, plus grosses structures. Mais il y avait quand même des trucs de produit. Donc,
Ok. Non, j'étais pas product manager au sens qu'on le connaît maintenant, mais il y avait quand même cette volonté de construire quelque chose, engager l'équipe, faire cette espèce de symbiose que moi je trouvais hyper important. Storytelling, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent? À défaut de quel impact on veut avoir, au moins qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent quand ils viennent sur notre plateforme. La chance qu'on a eue avec Renaud, c'est de grandir dans une entreprise comme Enablon qui avait quand même les yeux rivés à San Francisco et qui a vu ce poste grandir dans les sociétés qui faisaient du logiciel et qui a voulu faire la même chose sans trop savoir ce que ça voulait dire, mais qui avait une équipe assez grosse de product managers. Alors pour la petite histoire, le fameux produit qui a pris 18 mois, c'est moi qui l'ai récupéré. Et donc dans mon premier jour, j'arrive avec Renaud dans mon équipe et Renaud me dit bon bah en fait moi je m'en vais. Salut, bonne chance. Et c'était vraiment fun. Mais pour moi ce qui est assez rigolo à cette époque-là, en fait dans les éditeurs de logiciels qui étaient les premiers à adopter ce poste de product manager, il y avait ce que j'appelle moi les product managers 1.0 et les product managers 2.0. Et les product managers 1.0 sont vraiment tous les product managers qu'on avait à l'époque chez Enablon, ce qui n'était pas notre cas. C'était des gens qui ont débauché de l'industrie. Donc en gros des spécialistes. Si tu dois faire un logiciel, je vais dire n'importe quoi, mais Salesforce, tu dois le construire, bah, prends quelqu'un qui utilise Salesforce tous les jours, tu le fais venir chez toi et puis il va te dire quoi faire parce que c'est un utilisateur. Sauf que le problème de ça, c'est que le problème de cette expertise, c'est qu'elle se perd. Au bout d'un an, tu as perdu elle se perd. Ensuite, des product managers experts, donc ce que j'appelle moi 1.0, c'est qu'à un moment, surtout dans le B2B, ils ont leur scope et c'est leur scope, quoi. C'est eux qui décident. Là où, de mon point de vue, nous, on est arrivé un petit peu plus tard avec les premières formations qui commençaient à se faire. Donc, encore une fois, moi, je suis très lean startup, mais où tu avais cette notion de comment tu mets l'utilisateur, cette notion de MVP, cette notion de faire des tests, donc de ne pas passer 3 mois à faire un truc qui va être un four, mais comment tu peux le tester? Et donc on a amené ça, c'est-à-dire qu'on a remplacé ce métier d'expertise par un métier où finalement nous on devient des experts, mais de problématiques produits. C'est quoi les problèmes utilisateurs? C'est quoi la data? Et du coup c'est quoi l'impact que tu vas avoir? Donc il y a eu ce shift, mais dans un monde que j'aurais dépeint, dans un monde où nous, les 15 articles que tu peux lire tous les jours, il n'y en avait pas, non. En fait. Bon, déjà, tu avais intérêt de parler anglais ou de lire anglais, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des sociétés comme la vôtre, il n'y avait pas des meet-up, il n'y avait pas tout ça. Ça c'est venu après. Nous, on était vraiment en mode solo. Donc, il a fallu apprendre sur le tard. Et c'est pas si simple. Mais c'est drôle. Et du coup, comment vous êtes formé? Parce que tu me dis là justement, actuellement, bon, on va parler un petit peu après, mais il y a plein d'articles, il y a des vidéos, coucou l'after produit. Comment est-ce que vous êtes formé? Moi, ma première formation, c'est le Lean Startup Machine, où avant il y avait des week-ends. Donc, c'était un week-end de start-upper où tu arrivais. Pour la petite histoire, moi j'arrive, j'avais une super idée. Donc, je pitch mon idée, l'idée est retenue. Je fais ma start-up et puis j'ouvre mon laptop et puis je commence à coder mon prototype parce que moi, comme je suis codé, je code. Et le mec de l'organisation, il vient me voir, il dit mais tu fais quoi là? Je dis, je fais mon proto, nous on est parti là, ça va être. Et il me dit mais t'as pas compris en fait. Non, bah là, tu sors du building, tu vas parler à des gens. Et alors moi c'était un guide de voyage, c'était une application et tout, c'était super, j'étais tout excité. Et je me retrouve place de l'Opéra à aller parler à des gens, hein, t'imagines, super. Et puis les gens me disent non mais en fait ton application je ne veux pas, moi j'ai pas de roaming. À cette époque-là il n'y avait pas de. Donc en fait moi je veux un livre. Tu vois? Et tu passes d'une application super cool à un livre. Et ça, tu le passes en parlant à des gens, en fait. Et donc, quand tu mets ça après dans ton métier, eh ben, tu crées tous les systèmes qui te permettent d'avoir tes utilisateurs avec toi. Je dis tes utilisateurs aussi, c'est un truc assez naturel dans le B2C. Tu parles à tes utilisateurs. Dans le B2B, tu as les acheteurs et tu as les utilisateurs. Ça aussi, on l'a amené. Essayer d'arrêter ce biais de moi, je suis la personne qui achète, qui n'a jamais utilisé le produit et qui n'a aucune idée de finalement ce qu'il faut faire. Et donc, ça a été mes premières réalisations. Donc, en fait, tu te rends compte des outils. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées, des conférences américaines, quelques gros influenceurs à suivre, quelques articles. Et moi, je me suis tout de suite raccroché à ces documents-là. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui faisaient ce métier-là dès que j'ai pu en croiser, pour comprendre leurs différentes problématiques. Désolé de les nommer aussi, il y a eu pour moi un gros boom en avant, c'est une marque de streaming avec un logo vert. Enfin,
le Deezer en moins bien. Qui a aussi beaucoup bougé ses problématiques d'agilité. Donc l'agilité fait que nous, on a dû se mettre de manière, se comporter de manière un peu différente en tant que product manager, avec à la fois en faisant le discovery et la delivery. Et puis petit à petit, après le contenu il flow. Mais par contre, moi j'ai le sentiment que mon métier change tous les 2 ans. Et donc ça c'est un élément qui est très important. Je parle trop, il faut que tu me coupes la parole. Non. Il y a un truc qui est vraiment très important pour les gens qui commencent, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui il faut lire un article par jour. Sur le product management. Sur le product. Pas forcément pour le mettre en place, mais pour se nourrir, parce que notre métier dans 2 ans, ça sera plus le même. Et donc si tu arrêtes d'apprendre, et je repense à tous ces product managers 1.0 qui le sont pour certains toujours, ils sont complètement bloqués en fait. Il faut continuer d'apprendre parce que ça va considérablement évoluer. Tu parlais de no-code, du low-code. Ça va bouger. Moi, j'apprends tous les jours. Toi, Renaud, comment est-ce que tu t'es formé justement en product management? Comment est-ce que tu es devenu product manager? Bonne question, parce que j'écoutais ce que tu racontais, c'est vachement bien. Moi, c'est pas ça. Moi, d'abord, l'échec, fondamentalement, c'est planter magistralement en mettant tout son cœur dans quelque chose. Et typiquement, le projet sur lequel j'étais, moi, je l'ai vécu comme un échec, mais c'est pas très grave, je l'ai vécu comme un apprentissage. En fait, step 1, il faut mettre le user au cœur. Je change de boîte, justement, je pars. Je me rends compte qu'ils n'avaient pas levé assez d'argent. Step 2, tu vas dans une boîte, il faut qu'ils aient les fonds pour te payer. Je vais dans une autre boîte et voilà, et ton produit et ce que je lançais n'était pas utilisé. Bon, step 3, ça serait bien que ça soit utilisé. C'est quoi la notion d'impact? Donc voilà. Deuxième truc, c'était une époque où il y avait TechCrunch FR et du coup qui m'a fait découvrir TechCrunch US, Michael voilà, et du coup la littérature américaine. En tout cas, la littérature, je crains beaucoup, les articles de blog et les tweets américains de gens qui avaient une pensée sur le product management. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bon, c'est ma vie personnelle, mais quand je suis venu chez Eika, donc juste après Enablon, j'ai rencontré un mec, Benoît, qui m'a fait découvrir Hacker News. Et franchement, ça a été la révélation. Et le mec m'a fait découvrir Y Combinator, il m'a fait découvrir ce qui se passait aux US, mais version un peu plus profonde que genre juste Twitter et les articles visibles. Et j'ai appris énormément. Et la plus belle claque, c'était lire Lean Startup, où je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment ça en fait, faire du produit. Ce que tu racontes, c'est poser des hypothèses, se poser des questions, aller vérifier et le plus vite possible essayer d'avoir des réponses. Et pour revenir à finalement l'évolution un peu de ces 10 dernières années, c'est vrai que tu parles de... Naturellement, on a commencé à se dire, ok, en fait, il faut que je mette mon utilisateur au centre avec une politique de la chaise vide, un peu en disant, voilà, notre utilisateur est tout le temps autour de la table. Moi, c'est vrai que dans le cadre de mon boulot, je rencontre pas mal de product managers qui me disent, je faisais du produit sans le savoir, j'avais un poste chef de projet, et en fait, en creusant un peu, c'est là que ça diverge un peu. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de quelle est ta vision de product manager. Est-ce que vous en connaissez des gens qui vous ont dit ça? Est-ce que vous vous êtes dit ça un jour, avant d'être PM chez Enablon, tu as peut-être été chef de projet, et finalement, être chef de produit, product manager, c'est simplement tout le temps se poser la question, mettre l'utilisateur au centre. Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre il y a 10 ans et maintenant par rapport à ça? Moi, j'ai été chef de projet chez Orange. L'utilisateur n'est nulle part. En fait, le donneur d'ordre, on appelait les maîtres d'ouvrage. C'était le marketing, personne métier, mais qui, eux non plus, ne mettaient pas l'utilisateur au centre. Okay. Après, anciennement, dans ce qu'on appelait l'IT, c'est moins important que dans les boîtes dans lesquelles on est aujourd'hui, où vraiment le produit principal, c'est le produit digital. Orange, le produit principal, c'est de fournir des lignes de téléphone. Donc, c'était là qu'était l'enjeu. Aujourd'hui, quand on manipule un produit comme Deezer ou comme Mythic, sa ressource première, c'est l'utilisateur. On ne peut plus faire des choses avec juste de l'instinct. Ça marche quand tu es petit. Quand tu as vraiment une idée à toi, que tu veux la pousser, tu fais ton petit proto et puis tu regardes si ça marche. Mais tu peux plus te comporter comme ça parce que je pense Mythic, c'est un scale équivalent à celui de Deezer, mais quand tu as 14 millions d'utilisateurs, quand tu es dans 180 pays,
Ouvrir Deezer quand tu es à Paris avec une 4G super et un iPhone 13, c'est facile, hein, ça marche bien, mais quand tu es à Rio de Janeiro avec une 4G lente et je sais pas si c'est de marque, mais un Android en bonne qualité, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est des biais qui sont très très forts si tu mets pas ton utilisateur au centre. Tes product managers t'occupent de la performance, bah, tu vas à Rio et tu achètes un téléphone de là-bas et tu testes. Et tu testes l'expérience de ton utilisateur, tu te mets à sa place, tu développes l'empathie nécessaire pour comprendre les problématiques utilisateurs. Je pense qu'il y a eu une réalisation aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le passage de vraiment une société dans laquelle il y avait des canaux de communication dans lesquels on pouvait faire des push marketing et des campagnes publicitaires à un environnement, et notamment digital, sur lequel finalement la valeur de ton app est représentée par une note sur 5 étoiles et qui est donnée par l'utilisateur. Et je pense que le business a aussi compris que d'un coup, la satisfaction utilisateur et du coup le remettre au centre, c'était ça qu'elle allait te driver en fait. Parce que sur ton App Store, sur les apps, si tu n'as pas la bonne note, en fait, tu n'existes pas. Et du coup, pour avoir la bonne note, il faut répondre aux besoins de la bonne manière. Et pour moi, c'est un vrai changement de paradigme qui est hyper important à comprendre et à saisir et qui explique aussi pourquoi on met l'utilisateur au centre. Sur les changements, moi je trouve qu'il y a une hyper spécialisation en fait. Je sais pas, product ops, product designer, product manager, product owner, product designer, product data analyst bidule. Donc il y a une ultra spécialisation. Qui moi intimement me questionne sur finalement c'est quoi le rôle de product manager, tu vois, c'est quoi son sens encore. Mais pour moi l'évolution, les grands changements des 10 dernières années, c'est ça, c'est une maturité autour de d'abord l'engagement des développeurs, agile, Kanban, blabla, puis une maturité sur l'accès de l'utilisateur, puis la data, ce qu'on a pu discuter en aparté, mais voilà, cette notion d'impact, cette notion aussi de process, d'hypothèse, de test, de learn, ok. Et maintenant la spécialisation. Et voilà, et chacun spécialise tout en essayant d'utiliser les mêmes méthodologies en fait. Et il y a la méthodologie qui est structurée, maintenant il y a les domaines d'application qui se spécialisent. Mais il y a quand même un truc qui est fantastique qu'il faut rappeler, je pense, c'est que c'est quand même un moment assez fabuleux pour être product manager, parce que l'outillage qu'il y a autour de ce métier est devenu absolument fantastique. Il n'y avait pas. Non, on faisait des roadmaps sur PowerPoint. Moi, j'ai retrouvé des roadmaps parce que quand on s'est parlé avec Renaud, on a regardé. Alors, je ne peux pas plus les amener, mais j'ai des roadmaps sur les imprimés. Sur un A3, ça ne tiendrait pas. C'était que un fichier Excel. C'était même pas du PowerPoint, c'était un Gantt avec 50 lignes. C'était absolument incroyable. Maintenant, tu as des outils, je ne vais pas les citer, mais tu as des outils pour faire des roadmaps. Tu as des outils collaboratifs pour faire du mind mapping, du travail collaboratif. Tu peux faire des prototypes très simplement maintenant. Tu n'as même pas besoin d'être un designer, on va te guider. Boum, boum, boum. Tu as des outils, on l'a vu tout à l'heure, Extract, pour avoir des retours utilisateurs. Tu as des outils simples pour faire de l'analytics. C'était compliqué avant d'avoir la data. Maintenant, tu as des outils parfois un peu chers, mais en tout cas, driver pour les product managers. Donc, c'est quand même, on est assisté, on est entouré de tout cet outillage, et c'est quand même assez fabuleux de voir tous ces outils, quoi. Et alors du coup, de tout ce que vous dites, ça a l'air d'être, c'est mieux maintenant qu'avant, disons. Est-ce qu'il y a quand même des choses peut-être qui vous manquent, tu vois? Alors au-delà de ce côté nostalgique la nostalgie de oui, je faisais des grands roadmaps. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous pouviez faire? À vous entendre, je me dis peut-être que c'était une époque où si tu étais un bon PM, là tu te démarquais énormément des autres. Peut-être qu'actuellement c'est un peu moins possible. Mais j'adorais le moment où j'étais le mini CEO. Voilà. Donc ça c'était dit. C'est dit, c'était génial. L'équipe de développement développait, et voilà, et le product manager, par son intelligence, bon. Ça c'était vraiment bien. Oui. C'était une très belle époque. Non, mais et après rationnellement, non. Je pense qu'il y avait. Moi, j'aurais pas dit la bonne époque en fait. Je trouve que la bonne époque, comme tu dis, elle est permanente parce que c'est quand même un métier qui se réinvente et se questionne en permanence, quoi. Et c'est, en tout cas, quand on aime être stimulé intellectuellement et on aime apprendre des choses. Après, moi, j'ai je finis, mais j'ai personnellement la terreur d'être dépassé par ce qui arrive, tu vois. À la fois dans l'environnement digital. Largué, quoi. Il est où mon métaverse? Voilà, mes NFT, bon, j'en ai pas encore acheté, donc. Et aussi sur cette littérature finalement qui est tellement foisonnante que parfois on peut se perdre. Et moi, je dis pas lis un article par jour.
Il y a un livre qui sortira d'ici quelques mois. Non, mais ce qui est important, je pense, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont product managers, moi, je pense que vous faites le métier le plus dur du digital aujourd'hui. Top drop, tous les product managers Non, mais démissionnent si. demain. Non, mais justement, c'est que, en fait, c'est un métier d'abord qu'on beaucoup entre guillemets de fantasmes dessus parce que justement, nous, on vient d'un monde où le product manager était roi. C'est très difficile. Moi, je me souviens chez Nablon, parfois, on voulait parler à des product managers, pas moi, mais et les gens ils disaient ah non, mais je peux pas moi. Pas le temps, tu te rends pas compte. Pas toi. Non, parce que justement, j'ai appris de ça. Si justement tes stakeholders, pour revenir au truc de tout à l'heure, tu leur dis j'ai pas le temps, comment tu vas faire pour comprendre ton environnement? Donc on avait construit, pour moi, ces mini-dictateurs sur leur scope, qui étaient super bien. Tu fais 3 PowerPoint par an, puis ou 4, c'est super. Non, mais c'est vraiment un métier difficile aujourd'hui, parce que c'est un métier où c'est très très dur quand il y a un succès, de mettre en avant ta part Bah non, c'est pas toi, c'est l'équipe. Voilà, c'est pas toi, c'est l'équipe. Par contre, c'est sur toi qu'on va venir taper si Oui, échec. ça par contre, c'est toi. Oui. Bah, parce que t'es là. C'est normal, c'est ton job. Non, c'est vrai que c'est un métier difficile. C'est un métier qui est difficile, mais c'est aussi un métier sur lequel, quand on y arrive, peu importe la reconnaissance, on est avec des stakeholders qui voient leur vie ou leur KPI s'améliorer. On est avec des techs qui comprennent ce qu'ils font, qui ont un but, quand c'est bien fait, qui savent où ils vont. Et c'est quand même un métier super... pardon pour mes anglicismes encore une fois, mais rewardant, quoi. Enfin, c'est super gratifiant d'être product manager. C'est très très dur, mais c'est très très gratifiant. On a Nico Necto sur le chat qui vous dit c'est super intéressant ce que vous dites. Pour ma part, j'ai débuté depuis octobre en alternance pour un poste de PM dans une grosse boîte. Est-ce que vous auriez des conseils pour bien débuter et quid des erreurs à surtout éviter, vous qui managez justement un certain nombre de PM? Moi, je dirais tu ne sais rien. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu ne sais rien parce que moi-même, je ne sais pas grand-chose. Et le deuxième truc, c'est... tu sais. Moi, j'en avais un deuxième, mais du coup, vous m'avez... Continuez toujours sur la question. Non, lis, consomme du contenu, voilà, remets-toi en question. Et oui, et si tu es au service de l'équipe et des utilisateurs. Tu n'es pas au service de toi, tu es au service de l'équipe. Et pour moi, un bon product people qui se met au service de l'équipe parce que tu dois les empowerer. C'est pas toi qui prends la décision tout seul, en vrai. Tu as des idées, c'est cool, tu as fait ton travail, mais tu fais juste ton travail. Donc, tu es au service de l'équipe et tu sais pas grand-chose, en fait. Et donc, va voir les utilisateurs, va voir la data, va parler avec des gens, écoute, lis, apprends. Voilà. Bon chemin. Et c'est vrai que c'est dur et en même temps, moi, j'imaginerais pas faire un autre métier et pourtant on bosse et j'imagine tu bosses comme un malade et c'est dur et ils font tous chier en vrai. Mais ça y est, mais voilà, c'est perdu. Mais en même temps, il y a un truc qui est tellement, ça te nourrit tellement. Non, c'est vrai. Bah, écoute, moi je dirais déjà les erreurs, il faut les faire. Droit à l'erreur. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais est-ce que tout le monde a le droit à l'erreur non En fait, si tu es dans une boîte, on ne te donne pas le droit à l'erreur, il faut que tu partes. Parce que l'attention, pour moi, moi aujourd'hui, je suis dans une scale-up, donc vraiment une boîte qui est en très très forte croissance. La question, c'est parfois en tant que leader produit, t'as la réponse, en fait. Tu sais parce que tu l'as vécu. Et d'ailleurs, c'est Rohan Amissa qui l'expliquait très bien chez Midi, c'est que 2-3 fois, des erreurs, tu les sais. C'est bon, quand tu as vu le pattern, tu sais. Et donc la question, c'est est-ce que tu laisses la personne se planter ou pas? Et si tu laisses pas la personne se planter, elle n'apprendra pas. Parce que top-down, tu n'apprends pas. Okay, on dit quoi faire et tu vois pas le piège. Le problème, c'est que tu scaleras jamais si tu fais du top-down et si tu laisses pas les gens se tromper. Parce qu'à un moment, moi, quand j'étais à la tête du produit Deezer, j'avais 25 product managers. Je ne pouvais pas être spécialiste de l'intégration télé ou je sais pas, je me repose sur des gens, c'est à eux de savoir. Tu ne scales pas, sinon une personne se trompe. Le système ne se trompe pas, ou se trompe moins. Et donc, il faut qu'il se trompe. Ça, pour moi, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et encore une fois, si c'est dans une entreprise qui n'accorde pas ça, il faut s'en aller. Il y en a plein d'autres des boîtes. Hein. Tout le monde veut des product managers. Tout le monde te cherche. On se passe un petit coup de fil, on s'arrange. Ensuite, je dirais, idéalement, il faut essayer de se trouver un mentor, product manager. Moi, je trouve que c'est une communauté fantastique aujourd'hui.
Moi, j'essaie de jamais dire non, quasiment jamais dire non à des sollicitations, à des gens qui me posent des questions sur LinkedIn. On est tous très faciles à trouver. On nous contacte. Des systèmes de mentoring, on se donne 2-3 conseils. Moi, je l'ai fait plein de fois. J'adore ça, je trouve ça super. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider les jeunes product managers. Donc, il faut essayer de se trouver un mentor. Suivre quelques personnes clés un petit peu, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, etc. Vraiment, sur Twitter, il y a des gens qui font maintenant des threads très, très courts, très... je peux partager quelques liens s'il faut. Avec plaisir. Mais il y a vraiment des trucs super bien. Moi, par exemple, j'ai une librairie d'articles que j'ai sur Airtable que je peux partager avec qui ça intéresse. On peut partager le lien après si ça intéresse les gens. Et voilà, après, comme dit Renaud, il faut lire, aller dans les meet-up. Aller dans les meet-up, il y a des trucs fantastiques. Moi, c'est là où j'apprends le plus. J'ai beaucoup de product managers qui m'ont demandé d'aller dans les grandes conférences qui coûtent très cher. On en a fait, on a été speaker aussi dans ces conférences-là. C'est bien, mais il faut aller dans les meet-up. Je vais la citer encore, mais il y avait un meet-up sur la growth avec Romaïssa. Si on s'intéresse à la growth, c'était un meet-up exceptionnel. J'ai appris plein de trucs. Et donc, il faut aller dans les meet-up, il faut lire des articles, il faut sortir. Il ne faut absolument pas se penser, pour revenir aussi avec ce que dit Renaud, c'est qu'on a fait 2-3 user stories, on sait. Je lis un peu ce que tu dis avec finalement le sujet qui est sur l'évolution là, du métier de PM. Toutes les sociétés ne sont pas aussi matures qu'un Mythic, qu'un Ocus, qu'un Deezer, etc. sur l'agilité. Peut-être que la personne qui en parlait dans le chat, elle fait partie de ces grands groupes qui sont en transfo où justement tu dis le droit à l'erreur est peu permis, ou en tout cas c'est des erreurs qui ne doivent pas durer trop longtemps. De quelle manière, tu vois, en tant que PM dans ce type de structure, parce que finalement il y a pas mal de PM qui sont dans ce type de structure, peut justement peut-être mettre en place ce qu'il apprendra lors des meet-up, peut aller peut à son échelle tenter des choses, faire des erreurs sans que, j'aime dire, il y a la hiérarchie le voit ou qu'ils se brident en fait. De quelle manière est-ce qu'il pourrait se lancer? Il ne faut pas se brider. Pour moi, il faut se sentir autorisé de le faire. En fait, c'est marrant, c'est que l'année que je travaille, et on se rend compte que on se met beaucoup de barrières en tant qu'individu. Non, mais je suis tellement content. Non, mais on se met beaucoup de barrières, on se dit ça je vais pas le faire parce que peut-être je vais me faire engueuler ou je sais pas quoi. Non, mais en fait, partez du principe que vous savez, les autres en savent encore moins. Donc il faut y aller. En fait, il faut y aller, il faut être audacieux. C'est un métier nouveau. Moi, j'ai quand même l'impression que les boîtes qui sont en transfo digital aujourd'hui, on parle de, je sais pas, banque, etc., elles y vont quand même à vitesse grand V. Et ça ne peut pas être mal vu. Et encore une fois, si c'est mal vu, il faut juste partir. Et je vois pas pourquoi ça peut être mal pris. Donc, oser. L'un des moments les plus libérateurs de ma carrière, ça a été en l'occurrence chez Mythic, c'est au moment où j'ai décidé d'arrêter de ne pas dire ce que je pense. Et au moment où j'ai décidé de dire ce que je pense, parfois c'était des conneries, parfois c'était intelligent, mais en tout cas j'avais plus ce poids et ce truc de putain, non mais c'est nul, mais je grogne tout seul dans mon coin. Non, tu le dis, moi j'y crois pas. Non mais c'est pas forcément grogner, mais dire ok, explique-moi, j'y crois pas, moi je crois qu'on devrait faire ça, etc. Et je pense que le conseil, c'est dis ce que tu as au fond de ton cœur, et peut-être ça serait une connerie, mais c'est pas très grave, tu vois, on en dit tous. Et le deuxième truc sur essayer, c'est d'essayer et de se planter vite, en fait. La terreur d'un manager, c'est pas tant que tu te plantes. La terreur d'un manager ou d'une structure, c'est tu as investi 6 mois de travail pour un truc où tu te plantes et on perd plein de pognon. Bon, bah, si tu te plantes rapidement sans perdre beaucoup de pognon, bah, c'est pas très grave, tout le monde s'en remet, tu vois. Voilà. Justement, Nico Necto qui dit c'est un peu ça, il a l'impression d'apprendre en permanence et c'est génial, j'ai une courbe de progression énorme. Merci beaucoup pour la réponse. By the way, j'aime trop mon taf. Bah ouais, et ben on en reparle dans 5 ans, mon pote. Non, mais c'est bien. Il y a un élément que je voudrais souligner parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. Il faut savoir que le projet dont on parle chez Enablon, c'est quand même un projet qui a été un échec commercial. Total. Tu as porté 2 ans, j'ai porté 2 ans. Alors j'ai porté avec des équipes, on n'était pas tout seul, mais avec des équipes fantastiques. Mais tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a construit, moi, ça m'a permis de grandir en tant que product manager, après de prendre du management, de devenir directeur produit, etc. Et ça n'a pas été porté à mon discrédit. On m'a pas dit, le projet dont tu t'occupes ne marche pas. Au contraire, ce que la direction d'Enablon a vu à ce moment-là, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles technologies, c'est plus d'audace. Et ils se sont dit, en fait, là, ça n'a pas marché, mais et si on mettait ça sur notre cœur produit, qu'est-ce que ça ferait ?
des étincelles. C'est hyper marrant parce que chez Mythic, moi souvent je raconte, à chaque fois que j'ai échoué, j'ai eu une promotion. Et c'est assez vrai en vrai. Chaque fois que j'ai fait le pire fail, et j'avais un projet de refondre le desktop. Bon, ça a pris plus de 2 ans et franchement, c'était pas win. Après, un truc basé sur la géoloc, on a rollbacké, échec total. Et à chaque fois, non mais il y a un truc qui est marrant. Alors je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou alors les gens sont vraiment aveugles, mais voilà. Donc en tant que product people, on valorise plus, j'ai l'impression, cette capacité à essayer à raconter l'histoire, à la démarche, le machin, que le succès, parce que au fond de nous-mêmes, en tout cas les gens produits savent que gagner c'est rare en fait. Ça c'est sûr. Et on a quelqu'un qui dit que c'est vraiment une bonne émission. Les 2 messages, là, que vous deux, vous avez vraiment des messages qui sont bien chargés. Et c'est vraiment cool. Après, ceux qui comprendront. Et du love. C'est vraiment cool. Tu parlais, tous les deux, vous parliez de monter en compétence justement en lisant des articles. Du coup, comment est-ce que vous faites pour trouver ce temps-là? Parce que est-ce que c'est dans votre emploi du temps? Est-ce que c'est non mais ok. La réalité du product people, je sais pas pour vous, en tout cas ma réalité, mais je crois que c'est la réalité de tout le monde, c'est tu penses quand même assez H24 à ton produit et je sais pas si c'est ok, on est d'accord. Donc le soir, si t'es fumeur ou non fumeur, on s'en fout, tu regardes la lune et tu as une idée et tu dis ah ouais putain merde, il faut que je la note. Bon ok, je la note et puis après tu vas te coucher et tu dis ah ouais non mais il y a aussi ça, il faudrait que je regarde ça et puis après tu prends ta douche et tu dis ah ouais mais on va faire chier, putain pourquoi j'ai fait cette feature, c'est nul, il faudrait la revoir comme ça et puis j'aurais dû faire ce meeting et puis et en fait j'ai l'impression, en tout cas pour moi et pour les gens autour de moi, il y a une espèce d'obsession produit, il y a un truc qui rentre. Et tu as besoin d'être dans un moment de décharge et pas dans ton environnement de travail pour avoir les trucs qui pop, les bonnes idées ou en tout cas des instincts. Tu vas après retravailler, que tu vas aller backer avec de la data, avec des insights. Mais tu as ça. Et donc, non, le temps, enfin moi personnellement, je passe quand même beaucoup de temps de ma journée en réunion à parler avec des gens. Moi, je suis plutôt de type product people politicien qui parle avec les gens, qui essaye de convaincre, qui... Voilà, donc non, tu le lis le soir avant de te coucher parce que ça, en fait. Et d'une manière générale, les gens les meilleurs dans ce qu'ils font, aiment ce qu'ils font. Mais ce que vous faites, et si vous n'aimez pas, changez de métier. On a une petite question de Aya Agile. J'ai vu que tu avais posé 2 petites questions. Et donc, tu demandes que faire si le fait de dire ce qu'on pense respectueusement, mais juste l'idée, que ce soit opposé aux idées des stakeholders, ça les frustre et que ça crée des tensions. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là en fait, quand on dit quelque chose qui va contre l'idée de son stakeholder ou de son N+1 ou de son quelqu'un qui est plus important potentiellement? Alors moi je prends toujours énormément de formes et je mets les formes. Quand tu dis ah c'est marrant parce que moi j'aurais imaginé que... voilà, toi tu dis ton point de vue. Au moins tu l'as dit. Mais là, personne n'est vexé quand je dis ah ok c'est intéressant ce que vous dites. Moi j'aurais plutôt imaginé ça parce que j'ai vu ça ou alors parce que j'ai telle data ou parce qu'on a parlé à tel utilisateur. Bon voilà et puis on passe à la suite et puis la graine elle commencerait à être plantée. Je crois vraiment qu'on peut tout dire à partir du moment où on se protège et on parle de soi en fait. Si on assène une vérité en disant non c'est ça, c'est sûr, personne n'est content de l'entendre. Si on parle de soi, de ses émotions, de ce qu'on pense, personne ne va remettre en question ce que tu penses, si tu as le droit. Non, effectivement, de toute façon, il faut toujours dire ce qu'on pense. Le métier de product manager, c'est un métier de compromis. Donc, on est obligé de faire des compromis, notamment quand on travaille avec des ingénieurs, parce que c'est eux qui codent. Donc, forcer un ingénieur à coder quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, c'est pas forcément une bonne idée. Mais en revanche, le nombre de fois où je suis tombé dans ces discussions, il suffit qu'il y ait quelqu'un, et ça doit être le product manager, qui arrive en disant mais alors toi tu penses ça, et moi je pense ça, mais en fait on s'en fout de ce qu'on pense. C'est quoi la data? Ouais, d'accord. C'est quoi qu'est-ce qu'ils disent les utilisateurs? Donne-moi des infos. Et quand le product manager arrive dans cette discussion et dit écoute, j'aime bien ton point de vue, super, mais moi je suis pas d'accord, et regarde les interviews d'utilisateurs qu'on a fait ou regarde la data, c'est là où tu deviens pertinent. Et c'est aussi là où tu gagnes tes galons avec tes stakeholders. Parce que tu arrives, tu dois être complètement en maîtrise de ton scope sur l'aspect utilisateur et sur l'aspect data. Mais en maîtrise complète, on ne doit pas pouvoir te prendre à défaut. Ouais. Et donc, si tu as ça, la discussion, elle n'aura même pas lieu d'être. Et le dernier point, c'est que tu restes toujours sur les problèmes en tant que product manager. Parce que c'est très, très dur d'être en désaccord avec un problème. C'est très facile d'être en désaccord avec une solution. Donc, à partir du moment où tu dis, attendez, on est tous d'accord sur le problème, tu reposes au truc, on est tous d'accord avec le problème,
voilà l'impact qu'on veut avoir. Je reviens, dans quelques semaines, j'aurai résolu le problème. Fais-moi confiance. Normalement, ça doit marcher. Benoît, je crois que justement par rapport au fait de lire des articles, de s'informer, tu parles de routine. Vas-y, je vais rebondir. Parce que c'est quelque chose que j'essaye de pousser avec mes product managers, c'est que de mon point de vue, un product manager doit avoir une daily routine, donc une routine tous les jours, idéalement le matin, qui est, moi j'essaie de m'astreindre, et on discutait aussi avec Renaud, c'est vrai qu'on n'est pas des machines, donc j'essaye de lire un article par jour, ou un thread Twitter par jour, j'y arrive pas toujours, et surtout après j'essaye d'essaimer ça auprès de mes product managers ou mes stakeholders pour qu'eux aussi puissent apprendre. Dans cette routine, pour moi, il y a apprendre soi, parce que ce qu'on a envie fondamentalement, c'est qu'on travaille avec des meilleurs product managers demain. Et ça, c'est des product managers qui se forment, qui s'intéressent à leur métier, pas que à leurs produits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la data. Quand on est en charge d'un produit, on a un scope data normalement. Si vous n'en avez pas, il y a un problème. On a un scope data, on regarde tous les matins cette data. Ça doit être une obsession. Ma performance, elle est montée ou elle est descendue? Où est-ce que j'en suis sur ma data? J'en reviens à la discussion de tout à l'heure. Pour être un spécialiste, il faut savoir tous les jours où est-ce qu'on en est. Et le dernier point, c'est qu'est-ce que disent mes utilisateurs? Donc, par exemple, quand on travaille chez Mythic ou chez Deezer, tous les jours, on a des revues sur les stores. Qu'est-ce que disent les gens? C'est le premier rempart sur j'ai peut-être un bug sur ma feature. Ou alors, ça ne plaît pas. Et c'est des choses qu'on doit faire tous les matins. Ça se traîne. Et c'est comme ça aussi qu'on construit cette position de leader des équipes et qu'on emmène ces ingénieurs et que nos parties prenantes, nos stakeholders, comprennent ce qu'on fait, comprennent qu'on est un expert, c'est cultiver son expertise pour qu'à un moment, les gens disent bon ben, on a ce problème-là, on lui fait confiance. L'évolution du PM, tu parlais de PM 1.0, 2.0, là on arrive au 3.0. C'est les nouvelles versions qui sortent de métier de PM. Et on va finir avec jeu. Il y en a certains qui aiment les jeux. Un peu trop. Un peu trop. Attends, je peux faire un aparté sur... Vas-y. Moi, je veux Il veut pas jouer, il veut plus jouer. Non, j'ai peur de perdre et je suis un très mauvais perdant. Non, mais il y a aussi un truc qui est, on a donné beaucoup de conseils, il faudrait faire ça, et plein de prescriptions, voilà, pour être... Bon, fondamentalement, on est quand même tous imparfaits, et un article par jour, ouais, on peut essayer. Moi, j'en lis pas un par jour, hein. Je regarde pas ma data tous les jours. Pas un trop mauvais, je pense, Product People, mais voilà, il y a aussi un truc de, voilà, faites comme vous pouvez, quoi. Juste kiffer, déjà kiffer, apprenez, voilà. C'est beau. C'est beau.